La paix reste compromise au Zimbabwe après les élections du 31 juillet dernier. Le vieux warrior d'Harare Robert Mugabe est au sommet de l'État depuis 33 ans et pourrait rempiler pour 5 ans de plus. Le dépouillement des bulletins de vote de la présidentielle sont désormais terminés et selon les premiers résultats officiels publiés jeudi soir, le président sortant Robert Mugabe aurait une très grande avance sur son premier ministre de cohabitation forcée, Morgan Tsvangirai. Un décompte officiel portant sur 62 des 210 circonscriptions a donné 52 sièges parlementaires à la ZANU-PF au pouvoir. Des résultats vite dénoncés par le Mouvement pour le changement démocratique MDC de Morgan Tsvangirai, qui a qualifié les élections de factistes, ne reflétant pas la volonté du peuple. Mercredi après la présidentielle, les législatives et les municipales, la Commission électorale du Zimbabwe, la ZEC et les groupes des observateurs de l'Union africaine ont exprimé leur satisfaction face à un scrutin mené sans violence visible, faisant abstraction des fraudes dénoncées par l'opposition qui se fondent dessus des manipulations graves du registre électoral. Juste après la fermeture des bureaux de vote, le chef de la mission d'observation de l'Union africaine, Olusegun Obasanjo, avait affirmé que le scrutin avait été pacifique, ordonné, libre et honnête. Une déclaration qualifiée de prématurée selon l'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. La mission d'observation de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC devrait donner ses conclusions ce vendredi 2 août 2013. Le résultat officiel du premier tour de la présidentielle zimbabwéenne n'étant pas attendu avant lundi 4 août 2013. Après le Mali et le Zimbabwe, c'est le Mozambique qui se prépare à élire son nouveau président à l'issue d'élections générales en octobre 2014. Les prochains scrutins présidentiels, législatifs et régionaux au Mozambique se tiendront le 15 octobre 2014. L'annonce a été faite par le chef de l'État mozambicain Armando Guebuza, qui pourrait ne pas être candidat à sa propre succession. La loi interdit au président Guebuza de briguer un troisième mandat à la tête de l'État. Il avait pris les rênes de la magistrature suprême en 2005, alors qu'il était déjà un homme d'affaires prospère. Les élections de 2014 offrent une chance à la Renamo, l'ancienne rébellion mozambicaine convertie à parti politique d'opposition en 2014 après 15 ans de guerre civile, de renverser le Frélimo de Guebuza au pouvoir. La Renamo accuse la majorité présidentielle d'accaparer le pouvoir et les richesses du pays. L'année dernière, son chef historique Alfonso Dhlakama a repris le maquis. La même année, le Programme des Nations Unies pour le développement a classé ce pays d'Afrique australe comme étant le 3e pays le moins développé au monde dans son rapport annuel, lui attribuant un indice de développement humain de seulement 0,327. Plus de manifestations liées aux coupures d'électricité en Guinée-Conakry. Le gouverneur de Conakry, le commandant Sékou Resco Camara, a été très clair jeudi. Il est formellement interdit à tout citoyen, quel qu'il soit, de manifester dans les rues pour cause de coupures d'électricité, d'eau ou à caractère politique. Mais en dépit de cette interdiction, de nouvelles marches de contestation suivies d'affrontements avec les forces de l'ordre ont fait une dizaine de blessés légers. Emboîtant le pas au gouverneur de Conakry, le gouvernement guinéen a affirmé que le président Alpha Condé a demandé aux autorités de prendre toutes les dispositions pour que soit garantie la sécurité des personnes et de leurs biens. Les coupures d'eau et d'électricité sont légion en Guinée et provoquent régulièrement l'ire de la population qui se livre alors à des actes de vandalisme. Question de prouver clairement leur ras-le-bol. Élu en 2010, le régime Condé a hérité d'une situation lamentable dans le secteur de l'électricité et a déployé depuis d'énormes efforts. Cependant, ces efforts ne peuvent être visibles que dans un délai incompressible lié à la complexité et au volume du travail technique selon les pouvoirs publics guinéens. Les États-Unis suivent de près les événements en Égypte. En visite au Pakistan, le secrétaire d'État américain John Kerry a jugé jeudi que l'armée égyptienne avait renversé le président Mohamed Morsi dans le but de rétablir la démocratie. Selon John Kerry, des millions et des millions de gens ont demandé à l'armée d'intervenir car tous avaient peur d'une descente dans le chaos et la violence. Samedi dernier, le secrétaire d'État américain s'était dit très inquiet après les affrontements entre islamistes et forces de l'ordre au Caire qui ont provoqué la mort de 81 civils et d'un policier. Jeudi, Washington a appelé l'Égypte à respecter la liberté de rassemblement
après que les autorités ont chargé la police de rétablir l'ordre dans les rues du Caire. Dans la même foulée, deux sénateurs américains, les républicains John McCain et Lindsey Graham, se rendront la semaine prochaine dans le pays où a séjourné cette semaine la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton. Leur mission, insister d'une manière consensuelle sur la nécessité d'évoluer vers un pouvoir contrôlé par les civils. En attendant leur venue, sur le terrain en Égypte, le bras de fer entre les pro-Morsi et l'armée se poursuit. Le Rwanda ne veut pas tourner le dos à son histoire. Le pays des 1000 collines a trouvé le moyen de présenter aux étrangers son douloureux passé. À côté de ses gigantesques gorilles, de sa haute chaîne volcanique, de ses marais d'Al-Kajera et de Bugezera, le massif forestier de Nyungwe, l'écran de la source du Nil ou l'immense et magnifique lac Kivu, le Rwanda veut que les touristes repartent chacun avec un souvenir du génocide qui a profondément meurtri ce petit pays d'Afrique centrale en 1994. Le gouvernement rwandais ainsi que les voyagistes disent partager le même objectif, montrer aux étrangers le chemin parcouru par le pays passé en 2 décennies, des ruines laissées par le génocide à un taux de croissance annuel moyen de 8,2% sur les 5 dernières années. Le projet est certes ambitieux, mais Kigali n'a pas de stratégie particulière de promotion de ces sites mémoriaux. Pour le gouvernement rwandais, il est important avant toute chose que les gens comprennent le pays. Le site de mémoire du génocide cherche désormais à ajouter via du texte, des photos ou de la vidéo, la pédagogie à l'émotion qui saisit le visiteur face aux vestiges, os, crânes, vêtements laissés dans les lieux même des massacres. Au cours des 10 dernières années, le secteur touristique au Rwanda a connu une croissance exponentielle. Le pays des 1000 collines a reçu 1,8 million de visiteurs en 2012 contre 27 000 en 2004. Et les revenus liés au tourisme sont parallèlement passés de 15 à 282 millions de dollars.